Donc peut-être des remarques globales sur le contexte macroéconomique dans lequel s'inscrit ce PLFR, avant que Olivier ne vous donne davantage de précisions. Ce PLFR est un PLFR de sortie de crise et de transition. Il s'agit de passer de la crise économique que nous avons connue au retour à la normale. Nous l'avons toujours dit avec Olivier Dussopt, le quoi qu'il en coûte est une politique exceptionnelle, justifiée par des circonstances exceptionnelles. Mais dès lors que la croissance est de retour, il faut sortir du quoi qu'il en coûte. Il faut le faire progressivement, de manière adaptée, mais c'est l'objet de ce projet de loi de finances rectificatif. Nous avons une croissance que nous avons fixée à 5% pour 2021. C'est une évaluation qui est prudente au regard des évaluations internationales. La croissance française est évaluée entre 5,5 et 5,8%, suivant les différents instituts d'observation. Mais nous maintenons, par souci de prudence, cette évaluation à 5%. Dans ce contexte macroéconomique, il faut rajouter également des poussées inflationnistes qui sont cohérentes par rapport au retour de l'activité, qui se traduisent dans vos territoires par des tensions sur le recrutement et des tensions sur le prix des matières premières. Et il faut ajouter également une remontée cohérente des taux d'intérêt à 10 ans. Nous l'avions anticipé puisque nous avions prévu une hausse de ces taux d'intérêt en 2021. Ils ont pris 50 points de base en 6 mois, en passant de moins 0,3 à plus 0,2 sur les taux à 10 ans. Dans ce contexte-là, la stratégie de sortie de crise doit se faire une fois encore de manière ciblée et très dégressive sur les secteurs qui en ont le plus besoin. Les dernières évaluations de la Banque de France montrent très clairement que c'est le secteur de l'hôtellerie, des cafés, de la restauration qui a le plus souffert de la crise. C'est lui qui a besoin actuellement qu'on l'accompagne dans cette sortie de crise. C'est pour ça que nous avons décidé de maintenir de manière dégressive et adaptée un fonds de solidarité pour les 3 prochains mois, pour 3,4 milliards d'euros, une activité partielle pour 6,4 milliards d'euros et des exonérations ou des allègements de charges pour 4 milliards d'euros. Nous avons également prévu des dispositifs de soutien aux plus fragiles. Je pense à l'hébergement d'urgence pour 700 millions d'euros, à la prime de pouvoir d'achat défiscalisée, à l'aide aux agriculteurs pour 350 millions d'euros ou au pass sport. Enfin, nous avons hier, avec le garde des Sceaux Éric Dupond-Moretti, annoncé un plan de sortie de crise pour les entreprises fragilisées par la crise mais qui restent viables, avec un système de détection et d'alerte précoce, un accompagnement financier sous forme de quasi-fonds propres avec un fonds de transition doté de 3 milliards d'euros et des procédures accélérées sur 3 mois au lieu des 6 à 8 mois qui sont en général nécessaires. Nous avons également déplafonné et étendu sur 3 exercices le dispositif de report des pertes, le dispositif de carry-back, qui permet de soulager la trésorerie des entreprises et qui était extrêmement demandé par beaucoup d'entreprises. Enfin, je tiens à indiquer que sur le plus long terme, 2 questions vont se poser. La première, c'est évidemment le rétablissement de nos finances publiques. Nous avons 9,4% de déficit et 117% de dette publique. Je veux juste rappeler que nous avions su le faire avant la crise, en sortant en 3 ans la France de la procédure pour déficit public excessif et en la ramenant sous les 3% de déficit. Il faudra, le moment venu, quand la croissance sera de retour, revenir aussi à ces équilibres des finances publiques pour nous permettre de disposer des réserves nécessaires en cas de nouvelles crises ou de nouveaux chocs sanitaires. La deuxième question sur laquelle nous aurons peut-être l'occasion de revenir, c'est le niveau de croissance que nous voulons au lendemain de la crise. Nous aurons rattrapé, sans doute au premier trimestre 2022, en tout cas c'est notre objectif, le niveau d'activité économique que nous avions avant la crise. Mais ce niveau d'activité avant la crise se caractérisait dans tous les pays européens par une croissance potentielle plus faible que celle dont disposent notamment nos partenaires américains et la Chine. Donc la question est de savoir si des investissements supplémentaires sont nécessaires pour accroître la croissance potentielle de la France au lendemain de la crise. C'est une question qui, je crois, mérite d'être posée, que nous avons posée auprès de nos partenaires européens il y a 10 jours à Lisbonne au sommet des ministres des Finances et que nous continuerons à soulever avec le Président de la République. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, cher Bruno, Monsieur le Rapporteur Général, Mesdames et Messieurs les Sénateurs.
Quelques points d'abord pour dire, Madame la Présidente, que le décret d'avance a été présenté, transmis aux deux assemblées le 11 mai, que nous avions effectivement indiqué que les assemblées seraient saisies d'un projet de loi de finances rectificative dans les semaines qui suivent. Pourquoi est-ce que cela intervient si tôt, en tout cas à vos yeux? Car nous savons que les contraintes liées au calendrier parlementaire d'une part et les délais classiques d'examen font que même avec une présentation aussitôt au début du mois de juin, nous ne pouvons espérer une adoption et encore moins une publication du projet de loi de finances rectificatif avant la mi-juillet. Et donc c'est à ce moment-là que le besoin de crédit sera le plus pressant. C'est la raison pour laquelle le calendrier a été ainsi retenu. Je voudrais simplement souligner ou plutôt évoquer les trois séries de mesures qui composent et qui font le PLFR que nous vous présentons avec Bruno Le Maire aujourd'hui. La première série de mesures concerne des mesures d'urgence. Cela a été évoqué avec la volonté de recharger les crédits nécessaires au financement de l'activité partielle pour 6,4 milliards d'euros, le fonds de solidarité pour 3,4 milliards, auquel nous ajoutons 150 millions d'euros de dispositifs spécifiques au secteur de la culture et 4 milliards d'euros pour la compensation des exonérations de cotisations de l'État au profit de la sécurité sociale. Nous proposons aussi au Parlement d'ouvrir une provision sous la forme d'une dotation pour des dépenses accidentelles et imprévisibles à hauteur d'1,5 milliard d'euros. L'objectif est un objectif de prudence, puisque si les indicateurs économiques sont bons et si les indicateurs sanitaires sont bons aussi, nous préférons prévoir cette possibilité, cette réserve de précaution au cas où une dégradation surviendrait au cours de l'été, à un moment où évidemment nous ne pourrions réunir le Parlement pour solliciter l'ouverture de crédit. Le deuxième pilier de ce PLFR, le deuxième bloc de mesures, répond à des besoins que nous finançons ou vise à financer des décisions qui ont été annoncées. Il en est ainsi pour la question de l'hébergement d'urgence, puisque le maintien des capacités d'hébergement d'urgence à un niveau extrêmement élevé pendant toute la période estivale, alors qu'habituellement le nombre de places en hébergement d'urgence baisse avec la période estivale, représente un coût de 700 millions d'euros que nous vous proposons d'inscrire avec ce PLFR. Nous vous proposons aussi de voter 350 millions d'euros de crédit au profit de l'agriculture, avec une première tranche d'indemnisation à la suite de l'épisode de gel du début du mois d'avril, mais aussi la volonté de répondre et de financer un certain nombre de besoins en matière d'indemnisation et de lutte contre la grippe aviaire, de jaunisse de la betterave, d'aide aux broutins allaitants, autant de décisions qui ont été annoncées et que nous vous proposons de financer ainsi. Il est aussi proposé d'inscrire 100 millions d'euros pour financer le passeport annoncé par le président de la République il y a quelques jours, 82 millions d'euros pour aider et accompagner la Nouvelle-Calédonie, 57 millions d'euros pour des actions mises en place dans le cadre des quartiers prioritaires de la politique de la ville et 150 millions d'euros pour faire face à une augmentation des besoins en matière de bourses sur critères sociaux pour l'enseignement supérieur et ainsi permettre au ministère de faire face à ses engagements. Ces dépenses nouvelles représentent 1,450 milliard d'euros. Elles ne creusent pas le déficit de l'État dans la mesure où nous les avons gagées, à la fois en diminuant pour 995 millions d'euros les crédits consacrés aux appels de garantie pour le PGE. Nous savons pouvoir diminuer ces crédits en appels de garantie, d'abord parce que le report de la première échéance, possible 2 fois, repousse au-delà de 2021 beaucoup des risques de sinistralité, mais surtout parce que le risque de sinistralité est beaucoup moins important que nous le craignons et nous pensons, nous sommes même convaincus, que retirer 15 millions d'euros est possible. Il est aussi procédé à l'annulation de 460 millions d'euros de crédit qui était déjà gelé au titre de la réserve de précaution. Je rappelle qu'elle est égale à 3% des crédits ouverts. Nous l'avons ramené à 3% après plusieurs années, autour de 7 à 8% de réserve de précaution. Nous avons veillé à ne pas solliciter des programmes particulièrement prioritaires, je pense notamment au programme Relations avec les collectivités territoriales. Nous avons aussi veillé à ce que cette annulation de crédits gelés n'ait aucune conséquence sur les programmes et les actions engagées par les ministères. À titre d'illustration, pour le ministère de la Justice, l'annulation d'une partie de la réserve que nous vous proposons maintient le niveau des crédits disponibles nettement au-dessus de ce qui était prévu en loi de programmation de la justice. Et donc, c'est la démonstration que ces annulations ne viennent pas contrarier la mise en œuvre de projets. Troisième série de mesures. D'une part, des mesures qui ont évidemment un caractère budgétaire, mais qui n'ont pas d'influence ou d'impact sur le déficit au sens maastrichtien du terme.
Nous vous proposons ainsi d'autoriser l'APE à engager pour 2 milliards d'euros supplémentaires. Nous vous proposons de renforcer le budget annexe dédié au contrôle aérien à hauteur de 200 millions d'euros pour faire face aux difficultés longues et fortes du secteur aéronautique. Et nous vous proposons aussi d'abonder à hauteur de 600 millions d'euros le Fonds de développement économique et social, revu, remanié, qui devient un fonds de transition permettant de financer et d'accompagner les entreprises dans le cadre du plan anti-faillite tel qu'il a été présenté par Bruno Le Maire pas plus tard qu'hier. Enfin, nous avons des dispositifs de lettres avec la possibilité pour les entreprises de souscrire des PGE jusqu'à la fin de l'année 2021 et non pas jusqu'au 30 juin, avec la reconduction de la prime spéciale de pouvoir d'achat défiscalisée, exonérée de cotisations sociales pour la 3e année consécutive et avec des critères très identiques à ceux de l'année dernière. Nous avons le dispositif de Caribac qui a été évoqué et qui permet d'accompagner les entreprises ayant réalisé des pertes. Et nous aurons effectivement à vous proposer un dispositif de prise en charge et de prise en compte des pertes enregistrées par un certain nombre de régies. Beaucoup des régies, des services publics en régie, ont pu être accompagnés soit au titre des mécanismes de protection des collectivités, soit au titre de l'activité partielle selon leur mode d'organisation. Certaines régies, par leur organisation, par le fait de mobiliser des agents de droit public alors qu'elles ont une activité qui relève des SPIC, n'ont pu être aidées. Et donc nous vous proposons de pallier cette difficulté, de pallier ce manque et ainsi de pouvoir mobiliser des crédits et un dispositif pour les accompagner. L'ensemble de ces dispositions a évidemment un coût, même si nous avons gagé les dépenses qui relèvent des crédits ordinaires des ministères, les 15,5 milliards d'euros au titre des mesures d'urgence se traduisent par un alourdissement et une aggravation du déficit de l'État. J'ai eu l'occasion de préciser que celui-ci passait de 173 milliards d'euros en LFI à 213 milliards d'euros à l'issue du PLFR s'il était adopté dans les termes dans lesquels nous vous le présentons. Cette augmentation du déficit de l'État s'explique de deux façons, à la fois par les 15,5 milliards d'euros de mesures nouvelles, mais aussi par l'intégration, la prise en compte des 28,8 milliards d'euros de mesures d'urgence non dépensées en 2020 du fait d'une situation économique moins dégradée que craint ou prévu. Et donc, l'inscription de ces 28 milliards d'euros ajoutés aux 15 milliards d'euros que nous vous proposons d'inscrire avec le PLFR explique cette dégradation. Dans le même temps, la révision du niveau du PIB de 2020, la révision du niveau de récession à 7,9 plutôt que 8,2 et les derniers chiffres apportés par l'INSEE ont un effet que je qualifierais certainement incorrectement de contracyclique, ce qui explique qu'avec la dégradation du déficit de l'État que je viens d'évoquer, nous avons une dégradation du déficit public de 9 à 9,4%. Les 0,4 peuvent sembler peu par rapport au montant concerné par le déficit de l'État, mais je le répète, il y a des mouvements contraires qui expliquent cette variation de seulement, si je puis dire, 0,4 points. Enfin, le poids de la dette publique est à 117,2%. Là aussi, de manière peut-être contre-intuitive, il est désormais moins important que dans la loi de finances initiale où il était prévu à 117,8%. Mais nous avons aussi un effet numérateur par la révision à la baisse du taux de récession de l'année 2020 et par les chiffres de l'INSEE tels qu'ils nous ont été communiqués le 28 mai sur les 3 dernières années. Ceci étant dit, lorsque nous affichons un déficit public à 9,4% et une dette à 117,2%, cela ouvre évidemment un débat et des perspectives sur la nécessité de redresser les comptes publics, la nécessité de sortir du quoi qu'il en coûte en même temps que de l'épidémie, de manière progressive, mais de manière certaine pour retrouver un niveau plus soutenable de dépenses publiques. Voilà ce que je pouvais dire, Madame la Présidente. Merci beaucoup, Monsieur les ministres. J'ai noté avec attention toutes les ouvertures de crédit que vous avez évoquées. Il me semble que vous n'êtes pas venu n'avez pas précisé la raison de l'ouverture de 1,9 milliard de crédits sur la mission engagement financier de l'État. Donc, je pense que nous serons très attentifs. En tout cas, je suis contente d'entendre que vous venez déposer un dispositif de type Caribac, puisque le Sénat l'avait déjà voté lors des lois de finances rectificatives en 2020. Donc, nous sommes de temps en temps attendus, peut-être un peu trop tard. Sans plus tarder, je cède la parole au rapporteur général. Merci Madame la Présidente, merci Messieurs les ministres. Je vais avoir pour une fois 5 questions, 2 courtes sur le plan de relance et 3 questions évidemment sur le PLFR. Sur le plan de relance,
Je voudrais savoir sur quoi portent les annulations de crédit de plus de 500 millions d'euros, 534 millions d'euros exactement, sur le programme écologie de la mission Plan de relance. Vous connaissez mon attachement au sujet. Et pour dire également que la Cour des comptes a estimé les décaissements effectués au titre du plan de relance en 2020 à 4,8 milliards. À combien se situe le niveau de décaissement pour 2021 aujourd'hui, à ce stade de l'année? Concernant le PLFR, il y a un an, troisième projet de loi de finances rectificative, il était déposé le 10 juin 2020 et il prévoyait à l'époque déjà un déficit budgétaire de 222 milliards d'euros, c'est-à-dire très proche des 219 milliards présentés aujourd'hui. Ce montant me semblait à l'époque déjà très surestimé, malgré la dégradation de la situation sanitaire de l'automne 2020, le déficit budgétaire s'est élevé au final à 173 milliards d'euros. Quels éléments pouvez-vous apporter pour justifier qu'il n'en sera pas de même cette année et que notamment les ouvertures de crédit ne seront pas très supérieures aux besoins réels, ou alors est-ce une enveloppe de précaution? La présidente du jour vient d'évoquer, s'agissant du PLFR, le fait que le Sénat avait proposé et adopté à 2 reprises le dispositif de carry-back, donc de report en arrière des déficits. Et à l'époque, le ministre Olivier Dussopt avait expliqué qu'il s'y opposait parce que ça présentait un coût extrêmement important. Alors j'ai entendu que le ministre Bruno Le Maire considérait, lui, que c'était extrêmement demandé. Donc, si vous pouvez, au-delà de la sémantique, nous expliquer ce qui vous a amené, sachant à modifier votre position. Alors peut-être est-ce le fait que la Commission européenne a recommandé récemment aux États membres de recourir davantage à ce mécanisme. Doit-on penser, dans ce cas, qu'il eût été préférable d'être à la Commission européenne qu'au Sénat, puisqu'effectivement, nous l'avions adopté à 2 reprises. Enfin, dernière question concernant le PLFR et la prolongation des PGE du 30 juin au 31 décembre de cette année. C'est la concrétisation d'une annonce faite et comme vous le savez, j'ai présenté récemment un rapport de sortie des PGE que le ministre a évidemment reçu, c'est logique. Lors de la présentation qui a été faite hier matin, j'ai pu constater qu'on avait en fait un diagnostic assez analogue sur la situation et les besoins des entreprises, avec une approche en triptyque, identifier, orienter, traiter, et vous reprenez également un certain nombre de ces recommandations, vous l'avez d'ailleurs dit, et notamment celles qui visent à organiser finalement une cellule, un comité partenarial de financement des entreprises en sortie de crise à l'échelon départemental et au-delà des seuls acteurs publics sous l'autorité du préfet. Je m'en félicite, en tous les cas, je souhaite que ça fonctionne au mieux. J'avais également demandé et proposé d'introduire un mécanisme fiscal de déduction pour le capital à risque visant justement à neutraliser le biais de l'endettement. Pour mieux vous convaincre et peut-être gagner du temps par rapport à l'épisode qu'on vient d'évoquer de carry-back, je veux rappeler que ce dispositif est également recommandé par le FMI et la Commission européenne. Puisque ce PLFR ne comporte rien à ce sujet, pourquoi, Monsieur le ministre, ne l'envisagez-vous pas? Et question subsidiaire, mais pas désintéressée, verriez-vous d'un œil favorable le dépôt d'un tel amendement? Merci. Je vous propose peut-être de prendre les questions des orateurs qui se sont inscrits de manière à donner la possibilité au ministre Le Maire de pouvoir répondre avant qu'ils doivent s'éclipser pour une autre contrainte. Donc Bernard Delcros, puis Sylvie Vermeillet. Oui, merci Madame la Présidente. Messieurs les ministres, moi je voudrais revenir rapidement, ça ne vous étonnera pas, sur la question de la prise en compte des pertes de recettes attachées aux régies. Un sujet qui a fait largement débat dans le cadre du PLF, puisque le PLF avait quand même créé une disparité entre les collectivités, souvent les plus grosses d'ailleurs, qui ont géré leurs services dans le cadre d'une délégation de services publics et dont le délégataire pouvait bénéficier des aides accordées au secteur privé, et les collectivités, souvent les plus petites, qui, elles, ont géré leurs services en régie, quelle que soit la forme de la régie, et qui n'ont pas pu bénéficier des aides. Donc je suis vraiment heureux, et je sais que je ne suis pas le seul, que ce projet de loi de finances rectificative, et vous l'aviez annoncé, prenne en compte cette question des régies. Donc moi j'aurais quelques questions précises à ce sujet.
Si j'ai bien compris, dans le mécanisme de compensation, on prendrait en compte l'écart entre l'épargne brute 2019 et l'épargne brute 2020. Donc mes questions sont les suivantes. Est-ce qu'il s'agit des budgets annexes ? J'ai cru comprendre que la prise en compte concernerait aussi bien les régies qui seraient organisées dans le cadre d'un service public industriel et commercial que dans le cadre d'un service public administratif. Est-ce qu'il s'agit bien de l'écart d'épargne brute des budgets annexes? Et si c'est le cas, que se passe-t-il pour les régies, et elles sont nombreuses dans les plus petites communes, qui ne font pas l'objet d'un budget annexe et dont les dépenses et les recettes sont intégrées au budget général? Et puis, dernier point, dans le rapport qui nous a été communiqué, on indique que sont exclus de la dotation lorsque les situations suivantes, lorsque les dépenses réelles de fonctionnement de l'année 2019 de la régie étaient supérieures de 50% aux recettes réelles de fonctionnement de la même année. Dans les territoires les moins denses, les services publics gérés en régie sont très souvent déficitaires. Je pense aux piscines, aux centres aqualudiques des petits territoires. Est-ce à dire que pour les services qui auraient été déficitaires les années précédentes et qu'ils seraient bien sûr davantage dans le cadre de la crise suite à la fermeture de ces services, il n'y aurait pas de prise en compte? Voilà, donc je voudrais avoir quelques éléments sur ces questions-là. Merci. Et pensez-vous que la somme qui est affectée à la prise en compte des pertes de recettes des services liés en régie est suffisante? Merci. Sylvie Vermeillet, certainement pour rebondir sur le même sujet. Oui, mais pas seulement, Madame la Présidente. Oui, alors effectivement, moi j'exprime ma grande satisfaction sur le fait que l'État ait entendu la cause des régies, celles qui gèrent donc des services, notamment avec des contrats de droit public, et qui vont pouvoir bénéficier de l'accompagnement de l'aide de l'État. Évidemment, je pensais plus particulièrement aux régies thermales. On s'en était fait l'écho à plusieurs reprises. Dans mon département de Jura, il y a une situation où il y a quand même 400 emplois qui sont en jeu, et je ne peux qu'exprimer ma grande satisfaction de voir l'État aux côtés de ces municipalités. Monsieur le maire, pour rebondir sur vos propos, ce PLFR qui est sorti de crise et qui est une transition, et pour atteindre un taux de croissance proche de 5%, il me semble qu'il y a un certain nombre de paramètres qui se mettent en place avec cette sortie de crise. La hausse du coût des matières premières, la hausse du coût de l'énergie. Et puis, pour faire face à cette reprise, eh bien, les entreprises, partout, j'imagine, en tout cas c'est aussi le cas chez moi, on commence à avoir des problèmes de recrutement, des problèmes de main-d'œuvre. Et pour ça, il faut sans doute adapter l'offre de formation. Je sais que vous y êtes sensible, que vous êtes penché sur la question. Mais il se trouve qu'il y a des entreprises qui, pour pouvoir aspirer cette pompe de la croissance, mettent en place elles-mêmes des formations parce qu'elles ne sont pas satisfaites par l'offre de formation actuelle, et que même dans ces cas-là, elles ont du mal à boucler leur formation, à trouver du personnel pour pouvoir former et du coup alimenter en main-d'œuvre leurs entreprises et donc la reprise. Une question peut-être plus difficile qui serait celle des fonderies. J'ai l'entreprise MBF dans le Jura, Manzoni-Bouchot Fonderie. Il s'agit forcément d'une transition, elle est nécessaire. Je pense que la crise est un accélérateur de transition. Les entreprises, même hors crise Covid, ces fonderies, elles auraient dû sans doute s'adapter, mais peut-être avec plus de délai pour le faire. La crise accélère cette transition et l'État les accompagne. Comment est-ce que vous pensez conduire et accompagner cette accélération? Parce que les choses, du coup, vont encore plus vite pour l'État. Comment est-ce que vous pensez faire? Je pense que l'État, avec cette crise sanitaire, a fait du cousu humain pour tout un tas de branches de l'économie. Et là, pour certains secteurs qui mécaniquement doivent s'adapter, moi je me pose la question de savoir si l'État saura faire du cousu humain aussi pour ces entreprises, tous ces fleurons de notre industrie qui sont obligés de s'adapter, mais pour lesquels on n'a pas vraiment de solution. Dernier petit point, Monsieur le Ministre, vous avez parlé de l'éventualité d'une croissance supplémentaire de la France.
Moi, je pense qu'il y a une réserve de croissance qui réside dans les collectivités. Je sais que Olivier Dussopt ne partage pas forcément ce que je dis, mais si l'on dopait la DETR, il est certain que les collectivités sauraient développer d'autres projets, et il me semble que la DETR est insuffisante aujourd'hui pour répondre à tous les projets des collectivités. Merci. Merci. Et donc, je vais prendre une dernière question pour cette première série, puisque la liste s'allonge. Donc, si vous pouvez essayer d'être concis, parce que sinon, j'ai peur que ça nous emmène loin dans la soirée. Donc, la parole est à Vincent Capo-Canellas. Merci, Madame la Présidente. Question brève. Une question sur le contexte économique. S'agissant de la poussée inflationniste et de la remontée des taux d'intérêt, quelle est votre prévision et comment appréciez-vous l'impact qu'elles peuvent avoir sur l'activité et sur nos comptes publics ? Monsieur le maire, vous commencez. Merci. Alors, sur les questions du rapporteur général sur le CARIBAC, d'abord, la raison principale pour laquelle nous avons adopté le CARIBAC, c'est bien sûr que le Sénat l'a proposé. Quand on parle d'avoir la Commission européenne, nous écoutons d'abord les sénateurs qui connaissent mieux la réalité du terrain que la Commission européenne. La réalité, c'est que c'est une excellente mesure. Vous pouvez le répéter, hein. C'est une excellente mesure, mais en même temps, Olivier Dussopt l'avait signalé, c'est une mesure qui est coûteuse et qui donc ne peut être réservée qu'à une période très particulière, qui est celle du redémarrage de l'activité. Et c'est une mesure qui est saine, fondamentalement, parce qu'elle ne touche pas aux résultats des entreprises, elle permet simplement d'avoir cette déduction sur la base des pertes passées. Donc nous avons pris la décision, parce que l'économie redémarre, de retenir cette proposition du Sénat pour un coût qui est évalué à environ 400 millions d'euros par an en trésorerie pour l'État. 400 millions d'euros par an en trésorerie pour l'État. Donc même si c'est de la trésorerie, ce sont des chiffres qui sont importants. Le chiffre exact dépendra évidemment du montant exact de la perte de 2020 que nous n'avons pas encore. L'étalement se fera sur 2017, 2018 et 2019. Et le plafond, qui était de 1 million d'euros, sera supprimé pour donner vraiment toute sa puissance à cette mesure. L'objectif est bien d'avoir une mesure très puissante au moment du redémarrage de l'économie. S'agissant des PGE, là aussi, nous avons retenu la plupart des propositions du rapport de Jean-François Husson, qui est un excellent rapport, et qui permet effectivement de valider la prolongation du PGE au 31 décembre, et d'avoir, dans le cadre de procédures judiciaires, je le rappelle, la possibilité d'un étalement plus long tout en maintenant la garantie de l'État. Je veux juste bien préciser que cette possibilité d'étendre la maturité du prêt garanti par l'État au-delà de 6 ans se fait exclusivement sous le contrôle du juge dans le cadre d'une procédure judiciaire. Mais sur la base des recommandations du rapport de Jean-François Husson, nous avons obtenu de la Commission européenne que dans ce cadre-là, la garantie de l'État soit maintenue. Donc c'est pour beaucoup d'entreprises, je pense, un vrai soulagement. Je rappelle également, pour qu'on remette bien les choses d'équerre, que nous n'avons pas d'inquiétude particulière sur les niveaux de dette des entreprises. Nous avons pris les dispositions nécessaires pour faire face à la situation qui arrive. Évitons de donner le montant de la dette brute, il est de 221 milliards d'euros, dette supplémentaire due à la crise. Il faut mettre en regard de cette dette brute l'augmentation de la trésorerie des entreprises, qui s'élève à 212 milliards d'euros. Parce qu'en fait, beaucoup d'entreprises ont pris des PGE, ont mis de l'argent de côté, et donc la dette nette, l'augmentation de la dette nette n'est que de 9 milliards d'euros. Donc ça ramène à de justes proportions la réalité du problème financier auquel sont confrontées les entreprises. Quant à la proposition de déduction fiscale pour le capital à risque pour les entreprises, je crois que la mesure CARIBAC va permettre justement d'opérer une déduction des pertes sur les bénéfices fiscaux. Donc c'est une forme de déduction fiscale à laquelle s'ajoutent, je rappelle, 2 mesures structurelles que nous avons prises avec le Président de la République et le Premier ministre. La baisse du taux d'impôt sur les sociétés. Nous n'avons pas changé la trajectoire de baisse d'IS qui sera ramenée à 25% pour toutes les entreprises en 2022. Et la baisse de 10 milliards d'euros des impôts de production. Je constate avec plaisir que cette proposition de baisse des impôts de production, qui faisait débat lorsque le gouvernement la proposait il y a 2 ou 3 ans, maintenant fait florès. Et que nous sommes quasiment débordés sur les propositions de baisse d'impôts de production. Tant mieux. C'est la preuve que finalement chacun fait son chemin de Damas
et que les propositions du gouvernement rencontrent un assentiment de plus en plus général. S'agissant des régies, je laisserai Olivier Dussopt répondre. Sur les remarques faites par Sylvie Vermeil, je partage totalement ce que vous avez dit sur le problème de formation. C'est un problème absolument clé. Il faut, dans des délais beaucoup plus rapides que ce à quoi nous sommes habitués, accompagner les salariés pour aller vers de nouveaux métiers. Donc c'est tout l'objectif des dispositifs qu'a mis en place Elisabeth Borne. Mais soyons honnêtes, la rapidité des révolutions technologiques nous surprend tous. Il y a encore quelques mois, on se disait, bon, il va y avoir un équilibre entre le thermique et les véhicules électriques ou hybrides rechargeables qui va s'opérer dans les années qui viennent. La réalité, c'est que la rupture technologique est beaucoup plus rapide, que nous avons vendu au cours des 12 derniers mois plus de véhicules hybrides rechargeables que de véhicules thermiques, diesel. Donc vous voyez bien que la bascule se fait de manière extraordinairement rapide, voire brutale. Donc ça nous oblige, nous, responsables publics, à accélérer ces dispositifs de transformation et d'accompagnement. Et derrière, ça touche effectivement des entreprises très concrètement. Je vous citais la fonderie de MBF dans le Jura. Nous avons pris à bras-le-corps ce problème des fonderies. J'ai organisé, il y a maintenant un peu plus d'un mois, une réunion de l'ensemble des constructeurs automobiles et des sous-traitants automobiles sur le sujet spécifique des fonderies. C'était d'ailleurs une proposition de la CGT. Vous voyez que nous ne sommes pas discriminants sur les propositions et sur leur origine. La proposition avait été faite par la CGT. Et je pense que c'est une bonne proposition de regarder l'intégralité des fonderies en France, qui représentent quasiment 15 000 emplois, de voir comment est-ce qu'on les accompagne, comment est-ce qu'on les transforme, comment est-ce qu'on diversifie leurs activités, de façon à ce qu'on puisse sauver le maximum d'emplois. Mais il faut être très clair, les fonderies françaises ont un problème de compétitivité, et ça, on ne peut pas tourner autour du pot, il faut le prendre à bras-le-corps. Elles ne peuvent pas se reposer uniquement sur la fabrication de moteurs thermiques, puisque par définition, ces moteurs vont être remplacés par des moteurs électriques, mais ils peuvent avoir, parce qu'ils ont de la qualité du savoir-faire, des diversifications possibles. Exemple, les produits en fonte pour le nucléaire. Moi, je considère que l'énergie nucléaire fait partie de l'avenir énergétique français. Je considère que le nucléaire est un atout pour la France. Je considère que la maîtrise du cycle et de l'intégralité du site est un élément de puissance de notre nation. Et je considère que dans une période qui s'ouvre, on va avoir encore plus besoin d'électricité. Avoir la capacité de produire de l'électricité décarbonée à partir de centrales nucléaires, c'est un atout pour la France. Et je pense que c'est bien que chacun prenne position là-dessus, mais tous ceux qui sont opposés au nucléaire, qui veulent accélérer les fermetures, m'expliqueront où ils trouveront l'électricité peu coûteuse, décarbonée, disponible, dont nous aurons besoin aussi bien pour nos smartphones, pour nos téléphones portables, pour la domotique, que pour nos véhicules électriques. Et évidemment, le président me retire les mots de la bouche pour la production d'hydrogène et pour l'électrolyse qui réclame beaucoup d'énergie. Vous connaissez mes positions là-dessus, je les rappelle avec sincérité, franchise et clarté. Merci Madame la Présidente. Quelques mots d'abord pour dire au rapporteur général que le redéploiement de 500 millions d'euros au sein de la mission Relance est un redéploiement qui se fait à l'équilibre. Nous retirons 500 millions d'euros au programme écologie pour le flécher sur le programme compétitivité, sans remettre en cause le caractère vert du plan de relance dans son équilibre. Et par ailleurs, au sein du PIA, nous procédons à un mouvement inverse, ce qui renforce encore la question de l'équilibre. Pourquoi est-ce que nous procédons à ce mouvement avec un équilibre dans le cadre de l'enveloppe des 100 milliards d'euros? Pour garantir le financement et la trésorerie de financement d'un certain nombre de mesures que nous allons rouvrir ou que nous avons rouvert. Je pense notamment aux mesures en matière de mesures territoire d'industrie, industrie du futur, numérisation des PME. Nous avons aussi des mouvements, mais qui passeront par voie réglementaire plus que législative, pour par exemple assurer le financement et le rythme de décaissement de MaPrimeRénov'. Mais en tout cas, le caractère vert du plan de relance n'est absolument pas altéré par ce mouvement de crédit. Sur l'augmentation de la charge de la dette d'1,9 milliard d'euros, c'est évidemment en lien avec les tensions inflationnistes que nous connaissons.
Et j'insiste sur le lien avec les tensions inflationnistes, puisque même si les taux auxquels la France emprunte sont légèrement plus hauts par rapport à ce que nous avons connu il y a quelques mois, c'est avant tout l'inflation que nous connaissons les uns et les autres, qui est connue de tous, qui se traduit en termes d'indexation par une augmentation de la charge de la dette d'1,9 milliard. Je précise, et cela a été rappelé tout à l'heure par le ministre de l'économie, que dans le cadre de la loi de finances pour 2021, nous avions prévu un retour des taux autour de 0,3%. Nous sommes aujourd'hui à 0,2%. Nous étions au début de l'année à moins 0,2%. Mais à ce stade, nous sommes toujours dans le cadre de la prévision qui avait été considérée comme prudente, mais qui pour le coup s'avère efficace et sage. Sur les questions relatives aux régies, nous allons effectivement indemniser la perte d'épargne brute entre 2019 et 2020, des régies industrielles et commerciales organisées en budget annexe, ainsi que des régies organisées en services publics administratifs quand c'est nécessaire. Elles sont moins nombreuses pour le coup. Nous allons faire en sorte d'accompagner aussi les services publics industriels et commerciaux, mais qui très généralement sont organisés en budget annexe. Nous avons encore quelques paramètres à travailler par voie réglementaire, donc il faudra qu'on regarde la question de l'absence ou non de budget annexe. Sur la règle des 50%, et donc l'inéligibilité à l'aide lorsque les dépenses sont supérieures de 50% aux recettes, c'est une contrainte liée au régime des aides d'État au niveau communautaire dont nous ne pourrons nous affranchir. Nous allons par contre regarder dans le cadre du débat comment certaines régies qui ont confié leurs services à des délégataires, ça arrive parfois que la régie, dans le cadre de son organisation, ait ensuite recours à une DSP, pourraient être accompagnés. Généralement, les DSP ont fait, les délégataires ont été accompagnés par les régimes classiques d'aide aux entreprises, mais on a 2-3 exemples où il peut y avoir des discordances, donc nous sommes en train d'y travailler avec Jacqueline Gouraud. Sur l'aide à l'investissement des collectivités, la DETR, Madame la sénatrice Vermeillet connaît ma position, mais c'est surtout un rappel. En 2015, la DSIL n'existait pas, et la DETR s'élevait à 660 millions d'euros par an. Depuis 2015, la DETR est à 1 milliard d'euros par an et la DSIL est aussi à 1 milliard d'euros par an. Et nous avons ajouté 1 milliard de DSIL relance au mois d'août 2020 et 1 milliard 950 millions d'euros de DSIL rénove avec la loi de finances pour 2021. En veillant, tant pour la DSIL relance d'août 2020 que pour la DSIL rénove de janvier 2021, à ce que les critères d'éligibilité à cette tranche de DSIL soient alignés sur les critères de la DSIL habituelle et de la DETR pour ne pas écarter les petites communes du bénéfice de cette tranche supplémentaire de DSIL. Donc c'est une multiplication par 1,5 des aides consenties par l'État aux communes et aux intercommunalités pour l'investissement, puisque habituellement, depuis 2015, nous étions à 2 milliards et cela a été 3 l'année dernière et 3 cette année. Et il faudra ajouter d'autres dispositifs du plan de relance. Et il nous semble que les dispositifs de soutien à l'investissement des collectivités sont aujourd'hui à un niveau qui a un caractère exceptionnel, mais qui nous paraît suffisant, surtout quand on garde en tête le fait que l'épargne brute des collectivités en 2020 s'est établie à 31,5 milliards, ce qui reste le même niveau que 2018, et donc à un niveau plutôt, là aussi, très favorable et très encourageant pour la suite. Sur les autres questions, je crois avoir fait le tour. En tout cas, Bruno Le Maire les a évoquées. Simplement dire au rapporteur général qu'en 2020, nos prévisions avaient été prudentes. Je rappelle que nous avions proposé au Parlement de budgéter de quoi faire face à une situation de confinement pendant 2 mois sur novembre et décembre, avec une hypothèse de perte d'activité de 20 points par mois. Le confinement de novembre s'est traduit par une perte d'activité d'à peu près 11 points. Le couvre-feu de décembre par une perte d'activité autour de 7 points, ce qui explique le décalage entre ce qui a été consommé et ce qui avait été voté. Nous avons reporté ces crédits et nous les mobilisons. Nous vous proposons d'inscrire des crédits pour financer la sortie progressive des aides. Nous pensons avoir inscrit le juste montant des crédits, mais je ne vous cache pas que si une reprise d'activité plus rapide et une croissance forte au cours de l'année 2021 amener l'économie à moins solliciter les mesures d'urgence et donc à ce que ces crédits ne soient pas tous consommés, ce serait une double bonne nouvelle pour l'économie en général et une bonne nouvelle aussi pour les finances publiques. Donc nous pensons être dans la juste prévision, mais si je devais choisir, je préférerais une sous-consommation à une surconsommation pour les raisons que je viens d'évoquer. Merci, monsieur les ministres, pour ces premières réponses. Alors, vous êtes encore 10 intervenants à vouloir prendre la parole. Donc, si vous voulez des réponses des ministres, des 2 ministres, je vous invite à être vraiment concis dans vos questions. Marc Laménie commence. Il sera suivi par Antoine Lefèvre. Merci, Madame la Présidente. Merci, messieurs
les ministres. Alors, ma question sur laquelle M. Dussopt venait de répondre, moi, vous souhaitez vous interroger sur le plan de relance soutien à l'investissement des collectivités territoriales qui sont réellement des donneurs d'ordre importants pour la relance, alors le secteur relance du bâtiment et des travaux publics. Donc c'était un petit peu mes interrogations à ce niveau-là, parce que bon, il y a beaucoup d'entreprises qui sont fortement impactées, cela a été rappelé, et donc dans le plan de relance au niveau du secteur BTP. Et alors, certes, la DETR reste stable dans le département que je représente, les Ardennes, en tout cas, même à niveau constant. La DSIL, oui, la DSIL, il y a un certain nombre de projets qui sont financés, mais je dirais, y a-t-il pas moyen de simplifier un peu l'attribution de la DSIL, puisque c'est une enveloppe régionale par grande région. Voilà, c'était un petit peu mon interrogation. Merci beaucoup. Merci, Monsieur Laménie. Monsieur Lefebvre, puis Didier Rambaud. Oui, Madame la Présidente, Messieurs les ministres, ma question concernait les PGE, mais Bruno Le Maire a en grande partie répondu, puisque je faisais partie des co-signataires parmi les parlementaires qui avaient souhaité un étalement dans le remboursement. Donc, il a donné des éléments de réponse, donc je n'ai pas plus de questions sur ce sujet. Merci. Monsieur Rambaud, puis Jérôme Bacher. Merci, Madame la Présidente. Effectivement, deux questions. Une sur le plan de sortie de crise pour les entreprises et dans la continuité d'Antoine Lefebvre sur les PGE. J'ai entendu le président du MEDEF assez optimiste, parlant en gros d'un chiffre de 5%, pas plus de 5% des entreprises seraient en capacité de rembourser leur PGE. Est-ce que vous partagez cet optimisme? Est-ce que vous avez un regard particulier là-dessus? Deuxième question, effectivement, concernant les collectivités locales. Je me réjouis de voir que ce PLFR ouvre 200 millions d'euros de crédits nouveaux à destination des collectivités locales qui vont effectivement permettre de respecter les engagements qui avaient été pris par Olivier Dussopt devant le Sénat et notamment de compenser les pertes de recettes des régies. Je confirme qu'il y a le sujet des DSP, qu'il me semble qu'il y a encore un petit trou encore à régler. Sinon, plus globalement, on a eu hier dans l'hémicycle un débat sur les conséquences de la crise sur les finances des collectivités locales. Il ne faut pas se cacher qu'il y a un débat effectivement avec des divergences, avec peut-être des associations d'élus qui dramatisent un peu aujourd'hui la situation financière des collectivités locales. Est-ce qu'Olivier Dussopt peut nous faire peut-être un point précis effectivement aujourd'hui sur l'état des finances locales à l'issue de cette crise? Merci. Jérôme Bacher et suivront Jean-Michel Arnaud et Thierry Kozik. Merci Madame la Présidente, Messieurs les ministres. Où est le milliard de Jean Launay pour la Poste? Le gouvernement a réclamé un rapport pour la Poste et les services universels postaux et il manque 1 milliard dans les caisses, au moins 1 milliard, 1,3 milliard. Et la compensation est demandée dans le rapport que vous avez demandé vous-même dès cette année. Or, peut-être est-ce prévu pour une loi de finances rectificative suivante, ce qui m'amène à ma seconde question. Y aura-t-il un plan de relance 2 après le plan de soutien? Jean-Michel Arnaud. Oui, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, je reviens sur le dispositif qui a été longuement commenté déjà par mon collègue Delcros de compensation des recettes, des pertes de recettes sur la régie. Je voulais savoir, puisque visiblement dans la découverte du texte, on vise essentiellement les pertes de recettes 2020. Or, dans les secteurs très touristiques, pour ne pas dire ultra touristiques, les 4 mois, 5 mois d'absence d'exploitation sur l'exercice 2021 met en danger fortement l'activité d'un certain nombre de régies. À titre d'illustration, les bains de Monétier-les-Bains, commune de Serre-Chevalier dans les Hautes-Alpes, se retrouvent particulièrement en difficulté. Et j'aimerais savoir effectivement de quelle manière les 5 premiers mois de l'année 2021 vont être pris en compte, puisque le texte actuellement, dans le cadre du projet de loi de finances rectificative, ne concerne que les pertes de 2020. Deuxième sujet, rapidement, j'aimerais avoir des précisions concernant les 350 millions d'euros affectés dans le cadre de la proposition de PLFR aux compensations liées aux événements particulièrement compliqués pour les exploitations agricoles. Donc j'ai cru comprendre que 350 millions d'euros, c'était à la fois pour la grippe aviaire et à la fois
pour les supports végétaux que sont la vigne et l'arboriculture. J'aimerais avoir effectivement une ventilation, s'il est possible de l'avoir, de ces crédits envisagés. Et je rappelle que cette somme me paraît particulièrement faible au vu de l'impact particulièrement important et significatif de perte d'exploitation sur la viticulture française et sur l'arboriculture. Et je rappelle également que le plan de relance a totalement exclu ou quasiment exclu l'arboriculture sur la nécessaire modernisation de ces activités. Et j'aimerais savoir également si vous avez prévu, et s'il est prévu dans le cadre du plan de relance, la possibilité de flécher sur l'arboriculture française quelques crédits. Merci. Thierry Kozik et ensuite Sophie Taillé-Polian. Merci. Messieurs les ministres, il y a une première question sur la Poste que je souhaitais poser, mais qui a été soulevée par Jérôme Bacher. Je vais appuyer. Donc, d'après mes informations, il y a des mesures de soutien à la Poste qui auraient été envisagées et qui ne sont pas intégrées dans le texte. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Est-ce que vous pouvez nous en dire davantage sur ce point? Deuxième sujet, vous évoquez la nécessité de sortie progressive des aides publiques pour le tissu économique et vous l'amorcez relativement timidement dans ce PLFR. Et envisagez-vous un réel débat parlementaire sur ce sujet fondamental? Je vous avoue mes craintes à ce stade, quand j'entends les propos du ministre de l'économie, qui sont bien plus restrictifs que ce que préconisent les autorités économiques, avec un risque, comme cela s'est produit en 2008, de cassure de la reprise. Donc ma question est celle-ci. Quelle est précisément votre stratégie d'ensemble et pourrons-nous en débattre? Et dernier sujet, vous y faites allusion seulement alors que ce sujet est majeur. Quelle est votre stratégie de réduction de la dette et du déficit pour les années à venir? Allez-vous poursuivre dans votre volonté de réduction de la voilure des services publics et de contraction de la dépense, ou allez-vous, comme le préconisent de nombreux organismes économiques, si vous me permettez l'expression qu'on ne peut franchement pas qualifier de gauchiste, de travailler sur la justice fiscale et la juste contribution de chacun, comme le préconise le groupe socialiste depuis maintenant plus d'1 an. Merci. Merci. Et Sophie Taillé-Polian sera la dernière intervenante. Je vais couper puisque la liste s'allonge de manière à donner la possibilité aux deux ministres de pouvoir répondre. Merci Madame la Présidente. 3 questions. Première question, mon collègue Sozik disait qu'effectivement il y a un accompagnement progressif de l'activité économique pour la reprise qui donc va être progressivement. Je lis dans le rapport, mais on n'a pas eu beaucoup le temps d'y travailler vu le délai de transmission, qu'il y a une prolongation des aides pour les travailleurs indépendants, mais qui sera uniquement pour ceux dont l'activité est encore fermée administrativement. Est-ce que là, il n'y aurait pas quand même un intérêt à aussi faire, parce que les travailleurs indépendants, on va faire appel à eux, je dirais, au fur et à mesure de la reprise et de la montée en puissance des activités. Donc je ne comprends pas bien pourquoi d'un côté c'est uniquement réduit à cela et d'autre côté c'est plus progressif. Deuxième question marginale mais qui m'a posé quand même interrogation. Il y a une majoration du taux de réduction de l'impôt sur les revenus pour des dons aux associations cultuelles. Pourquoi là? Pourquoi maintenant? Et troisième question qui n'est pas directement liée au texte, mais qui est liée à l'actualité récente et qui est liée à la volonté de bonne gestion des deniers publics qui nous préoccupe tous et toutes. Il y a une alerte d'une intersyndicale dénonçant une future admission en non-valeur de 28% des contentieux douaniers liés au transfert de missions fiscales de la Direction générale des douanes vers la Direction générale de la DGFiP. Or, il semble que vous ayez répondu que pas du tout, que c'était une fausse information. Mais quand je lis les déclarations dans la presse, je lis que quand même, il y aurait des dispositions qui conduiront à modifier les règles de recouvrement des créances, faisant que certaines sommes pourraient in fine ne pas être recouvrées. Donc, où est la vérité et qu'est-ce qui va être réellement mis en place et quelles sont les perspectives, les prospectives en la matière de ces contentieux douaniers qui pourraient ne pas aller au bout? Merci. Merci, messieurs les ministres, avec des sujets variés, l'agriculture, la poste, les contentieux douaniers. Merci beaucoup. Donc, j'essaie de répondre dans le détail. Après, je devrais malheureusement vous quitter. Et Olivier Dussopt fera la suite. Alors, sur simplification de la DSIL, ça, je pense qu'Olivier vous répondra. Sur les questions posées par Antoine Lefèvre et Didier Rambaud sur les PGE et les entreprises qui restent en difficulté. Nous, notre évaluation, qui est celle de la Banque de France, pour être tout à fait précis, c'est que vous avez de 5 à 7% des entreprises dont la dette a augmenté
et dont la trésorerie a diminué au cours de cette période de crise. Si on voit le verre à moitié plein, ça veut dire que vous avez à peu près 95% des entreprises qui n'auront pas de difficulté à rembourser ces PGE. Mais une fois encore, notre stratégie a consisté à trouver une réponse sur mesure pour chacun. C'est ce qui nous a amené à maintenir l'ensemble des dispositifs qui apportent un soutien financier aux entreprises et à mettre en place ce plan de transition avec la possibilité d'apporter des fonds propres aux entreprises qui en auraient besoin. Et l'accélération des procédures judiciaires doit permettre de traiter l'étalement supplémentaire des PGE, je le rappelle, dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire. Mais dans ce cadre-là, le juge pourra décider la prolongation du PGE au-delà des 6 ans et nous maintiendrons la garantie de l'État. C'était le point dur qui était en cours de négociation avec la Commission européenne et que nous avons obtenu. Sur les questions qui m'ont été posées, qui nous ont été posées sur la Poste, M. Launay nous a remis un très bon rapport. Mais c'est un rapport qui a le mérite de mettre très clairement sur la table la question de rythme d'attribution du courrier, de livraison du courrier, les pertes que ça représente pour la Poste et la nécessité d'adapter en profondeur le service postal. Aujourd'hui, ça n'est tout simplement pas tenable. Le volume d'envoi de lettres ou de courrier est en chute libre. Et chacun le voit bien, je pense, sa pratique quotidienne. Donc il faut adapter structurellement le dispositif. Moi, je pense qu'il est bon de prendre le temps de débattre. En tout cas, c'est ce que nous avons proposé avec le Premier ministre, de prendre le temps de regarder ces propositions, d'en discuter avec vous. Nous inscrirons ensuite les compensations nécessaires. Jérôme Bascher m'a posé la question. Il y aura évidemment des compensations. Mais avant de parler argent, je pense qu'il faut d'abord parler service public. Quel service public de la Poste voulons-nous dans les années à venir? Quelle régularité, quel rythme de service? C'est ça qui est dans le rapport Launay qui mérite d'être discuté. S'agissant du plan de relance 2, je recommande vivement de mettre en œuvre le plan de relance 1 le plus vite possible, et c'est exactement ce que nous faisons. Je suis quand même toujours stupéfait par cette manie que nous avons, dès lors qu'on a voté et décidé quelque chose, immédiatement de se projeter sur quelque chose de nouveau. Le plus difficile n'est pas d'inventer systématiquement quelque chose de nouveau. Le plus difficile, c'est d'appliquer ce qui a été décidé. Et je pense que c'est ça qu'attendent nos compatriotes. C'est s'assurer que l'argent pour les pistes cyclables, pour la décarbonation des entreprises, pour la digitalisation des PME, pour la transformation des bâtiments, pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre, sont effectivement adoptés, que l'argent arrive dans les territoires, dans les ménages et dans les entreprises. C'est mon travail quotidien. Et je fais le point toutes les semaines avec le secrétaire général en charge du plan de relance pour m'assurer que le décaissement du plan de relance est efficace. Par ailleurs, il me semble que ces 100 milliards d'euros sont bien calibrés et qu'ils correspondent au montant qui était nécessaire pour faire redémarrer l'économie française. Les mots ont un sens. Un plan de relance est là pour relancer l'économie. Il n'est pas là pour mettre l'économie sous perfusion en permanence. Or, si j'en crois les chiffres qui sont ceux du Fonds monétaire international, de l'OCDE, de la Commission européenne et d'autres instituts statistiques, nous sommes dans la bonne direction et la relance marche. France Relance marche bien et marche vite. Nous avons déjà engagé près de 35 milliards d'euros sur les 100 milliards. Nous allons toucher l'argent européen au mois de juillet grâce à la pression que nous avons mise sur nos partenaires européens pour qu'ils adoptent la décision ressources propres. Donc le plan de relance est en cours d'exécution et va nous permettre effectivement d'avoir le chiffre de croissance que nous souhaitions en 2021. Ensuite, la vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'il faudra des investissements plus importants? Et là, ce n'est pas de la relance dont il s'agit. C'est des investissements dans un certain nombre de technologies qui sont critiques pour permettre à la France et à l'Union européenne de faire jeu égal avec la Chine et avec les États-Unis. Parce qu'une fois qu'on a relancé la machine économique et qu'on a retrouvé le niveau d'activité début 2022 que nous avions avant la crise, c'est déjà un exploit. Et je tiens à souligner que si nous arrivons à cet exploit, c'est parce que nous avons fait ce choix stratégique de protéger nos capacités de production.
de protéger nos compétences. L'entreprise industrielle qui redémarre, aujourd'hui, ses compétences, elles sont disponibles. Elles sont là parce qu'on les a protégées et l'entreprise n'a pas fermé. Mais revenir au niveau d'activité d'avant-crise, pour la France comme pour tous les États européens, ça veut dire revenir à un niveau de croissance structurellement inférieur à celui des États-Unis et de la Chine. On peut s'en satisfaire ou pas. Nous, avec le président de la République, nous ne nous en satisfaisons pas. Et c'est la question que j'ai posée à mes partenaires européens, mais est-ce qu'on profite de cette crise pour se remettre à niveau et augmenter notre potentiel de croissance? Pour nous, avec le président de la République, la réponse est oui. Ou est-ce que nous nous contentons de revenir au statu quo ante? Très concrètement, au-delà de ce choix stratégique, ce qui est posé comme question, c'est est-ce que nous voulons avoir notre propre constellation en orbite basse? Ou est-ce que nous dépendons, en matière de constellation en orbite basse, des Américains ou de la Chine? Très concrètement, c'est savoir si, en termes de semi-conducteurs, qui sont le pétrole du XXIe siècle, et qui sont aussi indispensables à l'industrie qu'était le pétrole au XXe siècle, est-ce que, sur les semi-conducteurs les plus miniaturisés, nous dépendons de Taïwan ou des États-Unis, ou est-ce que nous avons notre propre fabrication de semi-conducteurs d'une taille inférieure à 28 ou 20 nanomètres? Si nous voulons être indépendants, il faudra remettre de l'argent. Ça veut dire, est-ce que sur l'intelligence artificielle, est-ce que sur le cloud, est-ce que sur la santé, est-ce que sur les biotechnologies, il faut investir plus pour avoir la garantie d'être au même niveau que la Chine ou que les États-Unis? C'est cette question-là qui va se poser à partir de la rentrée et sur laquelle nous travaillons à la demande du président de la République avec mes équipes d'arrache-pied. Parce que c'est une vraie question stratégique pour la France et c'est une vraie question stratégique pour le continent européen. Je pense que cette crise doit être une opportunité pour nous d'augmenter le potentiel de croissance de la France et du continent européen. Donc ce n'est pas d'un plan de relance 2 dont il s'agit, mais bien d'investissements supplémentaires pour augmenter le potentiel de croissance de la France et de l'Europe. S'agissant des compensations agricoles, je pense qu'Olivier Dussopt répondra. Débat parlementaire sur les aides, bien sûr. Je pense que le débat PLFR, il doit servir justement à discuter des choix que nous avons faits. Nous ont demandé beaucoup de temps, beaucoup de dialogue avec les entreprises concernées. Par exemple, sur le fonds de solidarité, nous avons fait un choix qui a demandé des semaines et des semaines de discussion et d'arbitrage pour savoir si on maintenait le fonds tel qu'il était ou si on le modifiait pour le rendre plus précis, plus ciblé et en même temps dégressif. Nous avons fait le deuxième choix. On n'a pas maintenu un fonds de solidarité pour tout le monde sans distinction. On a dit le fonds de solidarité, il est d'abord pour les entreprises les plus touchées par la crise et on va permettre à des entreprises qui redémarrent, mais qui ne redémarrent pas dans des conditions normales. Un restaurant aujourd'hui ne redémarre pas dans des conditions normales, il n'y a que sa terrasse qui est ouverte. Et demain, il n'y aura qu'une partie de sa salle. Donc il va perdre de l'argent, puis il faut qu'il rachète des fournitures, ça lui coûte cher. Donc il a besoin du fonds de solidarité, mais ce sera dégressif. Il redémarre en juin, il a une somme plus importante, 40% de sa perte de CA par rapport à 2019. En juillet, il aura déjà bien redémarré, c'est plus que 30. Et en août, ce sera plus que 20, parce que normalement, il sera revenu à la normale. Et à la fin du mois d'août, on fera le bilan pour voir si cela correspondait bien à la demande des entreprises. Enfin, sur la question de Sophie Tallier, sur la majoration du crédit d'impôt, de la réduction d'impôt pour les associations cultuelles. La réalité, c'est que toutes ces associations cultuelles, les établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle, pour être tout à fait précis, ont perdu beaucoup de recettes au cours de l'année passée à cause des règles sanitaires. L'évaluation qui est faite, par exemple, par l'Église catholique, c'est les seules données dont on dispose, c'est que les deux confinements de l'année 2020 ont provoqué une perte de 90 millions d'euros, c'est-à-dire pas loin de 20% des recettes courantes de l'Église catholique. Donc ils ont demandé, l'ensemble de ces associations cultuelles, d'avoir une majoration du taux du crédit d'impôt qui serait porté à 75%. C'est ce qui vous est proposé ici, sachant que, évidemment, comme tous les crédits d'impôt, il est plafonné et que cette mesure serait exceptionnelle et limitée à 2 ans.
Merci, Monsieur le ministre. Monsieur Dussopt, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Quelques mots d'abord pour, et pardonnez-moi, c'est un peu dans le désordre, mais pour revenir sur la question des 350 millions d'euros consacrés à l'agriculture. C'est une première tranche pour atteindre un certain nombre d'objectifs. L'objectif fixé par le Premier ministre d'une indemnisation des dégâts du gel à hauteur d'1 milliard d'euros, sachant que nous connaîtrons la nature et l'ampleur exacte des dégâts et des pertes des exploitations au fur et à mesure des dates de récolte. Il y a aussi une saisonnalité en matière de recettes pour les exploitations agricoles. Et donc les 350 millions nous permettent d'y faire face. Ils nous permettent aussi de faire face au financement de l'aide aux bovins à laiton pour une soixantaine de millions d'euros, à l'indemnisation de la grippe aviaire ainsi que de la jaunisse de la betterave pour les mêmes montants, à un complément d'aide au stockage viticole pour 10 millions d'euros et à renforcer, cela revient à la question du gel, le fonds des calamités agricoles. Nous avons encore à travailler pour préciser l'ampleur des dégâts et l'ampleur des pertes, mais avec ces 350 millions d'euros, nous sommes en capacité de faire face pour les premiers engagements et donc de les tenir. Je précise aussi que pour ce qui concerne l'agriculture, le Premier ministre a annoncé un doublement de l'enveloppe consacrée aux investissements pour l'adaptation aux évolutions climatiques. Et si ce doublement de l'enveloppe ne trouve pas de traduction dans le PLFR que nous vous présentons, c'est tout simplement parce que nous pouvons le faire par voie réglementaire dans le cadre de la gestion des crédits de la mission consacrée au plan de relance. Je précise pour Mme Taillé-Polian que le bénéfice du fonds de solidarité dans les conditions indiquées par Bruno Le Maire pour les travailleurs indépendants est possible dès lors qu'ils remplissent une des conditions qui s'impose à toutes les entreprises, indépendants ou non, c'est la perte d'activité de 50%, puisque depuis novembre 2020, l'ouverture du fonds de solidarité à toutes les entreprises a été actée, mais sous condition de perte d'activité. Donc c'est pour vous rassurer sur ce point-là. Et vous dire aussi, avant de venir à la question des collectivités locales, que pour ce qui concerne les transferts de recouvrement, et notamment le passage de la Direction générale des douanes à la Direction générale des finances publiques d'un certain nombre d'éléments de fiscalité, je conteste absolument tout ce qui a été écrit dans les articles de presse que vous avez mentionnés. Il n'y aura pas d'abandon de créances massif. L'État n'abandonnera pas des créances qui sont importantes et qui lui sont dues. Nous travaillons effectivement à une harmonisation, non pas des modalités de recouvrement, puisqu'il y a un transfert et la DGFiP mettra en œuvre des modalités de recouvrement traditionnelles. Là où nous devons travailler à une harmonisation, c'est sur les modalités de recouvrement forcé, puisque parmi les recouvrements que la DGFiP doit faire en lieu et place de la Direction générale de la douane au fur et à mesure des transferts de taxes ou de fiscalité, il y a des recouvrements forcés pour des gens qui n'ont tout simplement pas payé, qui accusent des retards. Les modalités de recouvrement forcé sont différentes et nous allons les harmoniser. Par contre, nous ne renonçons pas, évidemment, aux créances que l'État a sur un certain nombre d'acteurs. Et en termes d'efficacité du recouvrement, les chiffres dont nous disposons sont rassurants. Pour tous les éléments de fiscalité ou de taxes qui ont été transférés de la DGDDI vers la DGFiP, la performance, l'efficacité de la DGFiP est avérée. Je ne prends qu'une illustration, la TVA sur le pétrole, qui a fait l'objet d'un transfert de recouvrement depuis le 1er janvier. Et la première échéance déclarative de janvier affiche un taux de recouvrement de 99,2% pour un peu moins de 890 millions d'euros. C'est très exactement ce que nous visions et cela démontre, mais il y a d'autres exemples sur d'autres éléments de fiscalité, que nous ne perdons pas en efficacité de recouvrement en passant d'une administration à l'autre. Je précise aussi, même si ça ne concerne pas la fiscalité, que parfois les mouvements sont inverses ou d'autres directions vers la Direction générale de la douane. Je pense notamment à une expérimentation que nous mènerons sur le port du Havre en matière de transfert des contrôles effectués par la DGCCRF vers la Direction générale des douanes pour limiter le nombre d'intervenants, gagner en fluidité, mais aussi en efficacité des contrôles. Sur les questions relatives aux collectivités territoriales. La situation des collectivités territoriales telle que nous la connaissons pour 2020, désormais les comptes sont arrêtés, est une situation qui est dégradée par rapport à 2019, mais qui, comparativement à l'État et à la sécurité sociale, est extrêmement préservée. La diminution des recettes de fonctionnement des collectivités, je parle évidemment de manière très macroéconomique, est autour d'1%, et l'évolution des dépenses de fonctionnement est limitée à 0,5%. Nous avons même une forme de surprise à la lecture de certains chiffres. Lorsque l'on regarde les communes de moins de 3500 habitants, 91% d'entre elles
ont vu leur capacité d'épargne brute augmenter entre 2019 et 2020 parce que leurs dépenses ont diminué plus fortement que leurs recettes, alors même que les communes de plus grande taille ont pu et ont été amenées à mettre en œuvre des dépenses, notamment sanitaires, plus importantes. À la fin de l'exercice, l'épargne brute des collectivités s'élève à 31,5 milliards d'euros. C'est le montant de 2018. Et les aides exceptionnelles à l'investissement que nous apportons aux collectivités font que les aides supplémentaires compensent d'une certaine manière assez largement la perte d'épargne brute entre 2019 et 2020. L'épargne brute des communes et des intercommunalités a baissé de 7,5%. Là aussi, il y a des choses qui sont parfois étonnantes. Nous nous sommes beaucoup inquiétés collectivement de la situation des communes de montagne et des intercommunalités de montagne, et nous constatons que là où la baisse moyenne de l'épargne brute des communes et des intercos s'élève à 7,5%, la baisse de l'épargne brute des communes et des intercommunalités de montagne est limitée à 2,5% parce que les mécanismes de protection, et notamment les mécanismes de garantie de recettes fiscales, ont été plus efficients et plus mobilisés pour les collectivités qui ont des structures de recettes fiscales particulières, c'est-à-dire caractérisées par la taxe de séjour, la taxe sur les casinos et la taxe sur les remontées mécaniques. Et ce sont ces trois éléments de fiscalité qui ont été les plus dégradés et donc les plus protégés par la mise en œuvre des mécanismes de compensation dont nous avions discuté ensemble. Toujours de manière macroéconomique, et quand on regarde la totalité des dépenses et des recettes, de fonctionnement et d'investissement des collectivités, en 2019, les collectivités affichaient un solde positif d'1,2 milliard. En 2020, l'effet ciseau, le léger effet ciseau que j'ai évoqué, amène les collectivités à afficher un solde à l'équilibre, et le solde attendu pour 2021 est positif à 1,5 milliard. Ce qui signifie que si nos prévisions s'avèrent justes, et parfois on nous reproche qu'elles sont trop prudentes, le solde des collectivités en 2021 sera très légèrement supérieur au solde des collectivités en 2019, dont tout le monde s'accordait à dire que c'était plutôt une bonne année pour les finances locales, qui avaient été par ailleurs marquées par la reprise de l'investissement. C'est ce qui m'amène à dire, et parfois à paraître obstiné sur la question de l'aide d'investissement, et à dire que les dispositifs que nous avons mis en œuvre me semblent suffisamment calibrés et protecteurs à ce stade pour accompagner et donner aux collectivités la possibilité de participer au plan de relance. Je n'en dis pas plus sur la question des collectivités, je pourrais y revenir. En tout cas, je tenais, en tout cas je l'espère, à être rassurant sur la situation qu'elles connaissent aujourd'hui. Et je précise, pardon Monsieur le Président, que les chiffres que je donne sont des chiffres macroéconomiques et que, évidemment, il y a des différences, et personne ne niera le fait que les dépenses d'allocation individuelle de solidarité ont été plus importantes, avec là aussi des conséquences pour les départements, ce qui nous amène à des travaux spécifiques, et que selon la nature des recettes, la structure des recettes des collectivités, les résultats peuvent être différents, pris individuellement. Merci, Monsieur le Ministre. Je vous propose d'ouvrir donc notre dernière série de 5 questions avec Charles Guenet, tout d'abord, suivi de Pascal Savoldelli. Merci, Monsieur le Président. Simplement, Monsieur le Ministre, la question que je voulais poser a été, je vais dire, ces attendus ont été excellemment développés par Bernard Delcros, donc je ne reviendrai pas sur cet aspect. Mais si je pouvais pousser Monsieur le Ministre dans ses derniers tranchements, en ce qui concerne l'article 10 donc, et la compensation aux régies, sur l'aspect macro qu'il distingue justement dans l'approche des collectivités locales, est-ce que l'état des lieux a été effectivement bien appréhendé, et est-ce qu'on est certain de l'adéquation en fait de l'enveloppe et de la problématique qui est en bas? Et si on redescend au plan micro, hier nous avons eu un débat avec Joël Giraud, dont on peut penser qu'il a eu une certaine concertation avec vous. Il a évoqué notamment des calculs complexes et des collectivités plus fragiles que les unes que les autres. Est-ce qu'à ce niveau, vous avez prévu quand même qu'il y ait la main au niveau départemental, notamment au niveau des DDFIP et peut-être le cas échéant des préfets, pour mieux appréhender ce type de situation? Merci Charles. Pascal Savoldelli, puis Jean-Marie Mison. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Vous nous avez fait partager vos étonnements, donc je vais partager les miens, puis on va essayer de voir comment on conclut, parce que
sur les collectivités territoriales, moi j'ai un problème d'arbitrage, y compris dans mon vote comme parlementaire, c'est que j'ai l'AMF qui estime qu'il y a une perte des recettes de l'ordre de 2 milliards, et vous nous dites, article 10 de ce projet rectifié de finances, que 200 millions, ça répond à la perte de compensation. Là, je vous avoue que, bon, il peut y avoir des décalages, voilà. Et moi, je comprends. Didier Rimbaud nous dit les associations d'élus dramatisent. Oh, je ne crois pas que les associations d'élus, d'ailleurs, à tous les niveaux, l'AMF, l'ADF ou l'ARF, soient des associations qui manquent de responsabilité. Là, il y a un décalage, il faut nous l'expliquer, quoi. Voilà, je vous dis ça parce que quand on l'explique, ça évite des polémiques inutiles du style reprocher aux communes d'avoir augmenté leur taxe foncière. Ce qui a été le cas du ministre Le Maire qui a été dans l'obligation de nous quitter. Après, sur aussi la façon dont vous nous présentez votre analyse de la situation, pas de dramatisation, vous évoquez, et ça je trouve que c'est la force de vos propos, c'est quand même une épargne brute, monsieur le ministre, que vous nous dites qu'elle est quand même importante, 7,5%. Comparé aux autres chiffres, sur la bonne santé des collectivités, moi j'aurais peut-être une discussion plus prudente. Dernière chose, c'est pour comprendre, mais vraiment je pose la question, vous avez mis, si j'ai bien compris, 1 milliard en termes de valeur en fonction de vos besoins, et je cite, faire face à d'éventuelles dépenses imprévues. Moi, je vous avoue, peut-être par manque d'expérience, mais comment je fais comme parlementaire pour voter pour ou contre ou m'abstenir quand le gouvernement me dit il faut voter 1 milliard destiné à faire face à des dépenses imprévues, à cette étape d'un 5e plan de finances rectificatif et à la veille de la loi de finances. Vous voyez, si on pouvait jouer un peu plus carte blanche, enfin... Voilà, après on y voit plus clair et puis on vote avec esprit de responsabilité. Merci Pascal. Jean-Marie Mison, puis Philippe Dallier. Merci Monsieur le Président. Chacun convient. La relance a besoin de tous pour réussir, et parmi ces tous, il y a notamment les collectivités locales. D'ailleurs, je souscris totalement à la remarque de ma collègue Sylvie Vermeillet lorsqu'elle a évoqué une rallonge de la DETR qui aurait été bienvenue. Ce n'est pas exactement le chemin qu'on a pris lorsqu'on a voté, en tout cas pour ceux qui l'ont voté, la loi de finances pour 2021, où on a constaté que le gel des délibérations d'exonération et d'abattement en matière de taxes sur le foncier bâti a été acté, et que donc ça prive un certain nombre de communes de recettes, et alors que pour certains particuliers, ça présente un effet d'aubaine. Particuliers qui parfois thésaurisent plutôt que de dépenser. Voilà. Alors que les communes, bien sûr, et les collectivités territoriales de manière générale, s'empressent de réaliser et d'investir. Moi, je voulais demander s'il était prévu de revenir sur ce gel, Monsieur le Ministre, à l'occasion du prochain projet de loi de finances. Merci Jean-Marie. Philippe Dallier. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre, un mot et une question. Alors, un mot pour me réjouir des 700 millions d'euros que le gouvernement va rajouter pour l'hébergement d'urgence, et surtout de le faire à ce moment-là de l'année, puisque je rappelle que l'année dernière, en 2020, il avait fallu attendre le PLFR 4, donc au mois de novembre, pour ajouter 450 millions d'euros de crédit, et qui n'avait pas été suffisant pour boucler l'année, puisqu'il devait manquer encore au moins 150 millions d'euros supplémentaires. Ceci dit, les crédits que nous avons votés en LFI pour 2021 étaient inférieurs à ceux consommés en 2020. Et donc, alors de combien il y a 200 millions d'euros d'écart, mais comme le rebasage n'avait pas été effectué, la question que je souhaite vous poser, Monsieur le Ministre, c'est est-ce qu'avec ces 700 millions d'euros, vous êtes certain de passer l'année dans de bonnes conditions? Et quand je dis dans de bonnes conditions, c'est pour faire en sorte que les associations qui gèrent les places qui vont être maintenues ouvertes à cause de la crise du Covid, eh bien, n'auront pas à faire d'avance de trésorerie pour le compte de l'État. Voilà, Monsieur le Ministre, 4 questions qui appellent vos réponses. Pardonnez-moi. Merci, Monsieur le Président. Concernant d'abord l'enveloppe,
destiné à la compensation des pertes de régie, je confirme au sénateur Guéné que l'estimation de 200 millions s'appuie bien sur un état des lieux. J'y reviendrai pour compléter la réponse à la question de Pascal Salvodelli par rapport à la totalité des pertes tarifaires. Mais nous sommes à 200 millions d'euros. L'objectif que nous avons est d'accompagner des régies qui n'ont pas pu l'être jusqu'à présent. Certaines régies organisées en service public, industriel et commercial ont recours de manière classique dans le cadre d'une organisation en budget annexe à des salariés de droit privé. Et dans ce cas-là, elles ont été éligibles à l'activité partielle et à des dispositifs d'aide économique. D'autres régies sont organisées au sein des budgets principaux, bénéficient des recettes de la collectivité, y compris des recettes fiscales, et ont ainsi bénéficié d'une protection de leur niveau global de recettes, au même titre que celle de la collectivité. Par contre, nous avons des régies, souvent avec une nature industrielle et commerciale, mais organisées en SPA, ou organisées en SPIC, mais avec des agents de droit public, et avec parfois des incohérences. Et je mesure le mot incohérence entre la nature de l'activité, la nature des recettes, la nature des contrats établis entre les agents, droit public, droit privé, et les capacités contributives auprès de la COS et de l'UNEDIC, selon les cas. Quand je dis incohérence, le mot est sévère, d'autant plus que ce sont des incohérences qui sont bien souvent involontaires, et en tout cas à aucun moment mises en œuvre délibérément. Il s'agit en réalité de stations de ski, souvent de petite taille, il s'agit de stations thermales, d'établissements thermaux, il s'agit de grottes touristiques, il s'agit d'équipements qui finalement fonctionnent depuis des décennies, et parce que ça a toujours très bien fonctionné de la manière dont c'était organisé, personne ne s'est jamais inquiété d'une éventuelle incohérence entre l'organisation juridique et la nature du service. Et donc ce sont ces régies-là que nous souhaitons accompagner, et les 200 millions d'euros nous paraissent suffisants, et j'ajoute même que dans le cadre de ces 200 millions d'euros, nous pourrons intégrer, à condition d'un petit travail d'amendement et dans le cadre du débat parlementaire, nous pourrons intégrer un petit nombre de régies qui ont recours à des DSP, comme je l'ai évoqué tout à l'heure en réponse à Madame Vermeil. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous ne sommes pas sur une logique de guichet, nous sommes véritablement sur une logique avec des paramètres et des critères qui permettra à l'État de connaître le montant que nous allons verser aux régies concernées par voie budgétaire. Il ne s'agit pas de compensation, il ne s'agit pas de prélèvement sur recettes, c'est de la subvention directe. Et donc, nous ne prévoyons pas de déconcentrer ce dispositif au niveau des préfets, puisqu'il sera totalement paramétré. Par contre, bien évidemment, nous restons très attentifs et dans le même temps assez rassurés, dans la mesure où le nombre de communes et d'intercommunalités inscrites dans les réseaux d'alerte de la DGFiP reste tout à fait stable, que ce soit en France d'ailleurs ou en métropole, en métropole ou dans les territoires d'outre-mer, ce qui est assez rassurant sur l'état global des collectivités. Concernant la comparaison que le sénateur Salvodelli fait entre des chiffres annoncés par certaines associations d'élus et les 200 millions d'euros. Les 2 milliards d'euros évoqués par l'AMF en particulier concernent les pertes tarifaires, les pertes de recettes tarifaires des collectivités. Nous ne changeons pas de position. Nous avons dit que nous compensons, que nous garantissons les recettes fiscales et domaniales des collectivités en 2020 sur la base de la moyenne 2017-2019. Dans le cadre du PLF 2021, il a été voté la reconduction de ce filet de sécurité pour les recettes fiscales, mais sans jamais entrer sur le champ des recettes tarifaires. J'avais eu l'occasion à plusieurs reprises de dire que c'était budgétairement massif pour l'État, que par ailleurs, les recettes tarifaires étaient souvent celles qui avaient comme contrepartie des économies de constatation difficiles à mesurer et à trouver en termes de justice. Et donc, nous n'entrons pas dans ce débat-là. J'ajoute un élément, ou je ne sais pas si c'est un argument. Évidemment, je comprends que les collectivités auraient préféré que l'on compense les pertes de recettes tarifaires. Mais comme je disais tout à l'heure, la situation financière des collectivités comparativement à celle de l'État et de la sécurité sociale est véritablement très, très protégée, beaucoup plus préservée. Et il est assez logique, d'une certaine manière, que les trois acteurs de l'action publique et donc de la dépense publique, que sont l'État, la sécurité sociale et les collectivités locales, puissent aussi contribuer à des degrés différents à la réponse à la crise que nous connaissons. Je veux malgré tout continuer ou essayer de continuer à vous rassurer, d'abord en disant que oui, l'épargne brute des communes et des intercommunalités baisse de 7,5% entre 2019 et 2020, mais en ayant en tête que 2019 s'était caractérisé par un niveau d'épargne brute
qui était considéré comme exceptionnel par son importance. Donc les baisses ne sont jamais agréables, mais il vaut mieux baisser un peu lorsqu'on part d'un point exceptionnellement haut plutôt que lorsqu'on est dans une situation difficile au préalable. Toujours pour continuer sur cette question des collectivités, dire qu'une des explications tant à la situation 2020 qu'à notre optimisme pour 2021 tient au maintien des recettes fiscales. Nous avions tous la crainte, elle a été extrêmement partagée, de voir baisser le DMTO de 20 ou 30%. Il s'avère que, de manière définitive, ils vont baisser de 2% pour les départements et de 3,6% pour les communes. De la même manière, nous craignons un effondrement de la CVAE en 2021 et le volume global de la CVAE versée aux collectivités locales en 2021 va baisser seulement, même si c'est toujours trop, de 1,1% par rapport au volume de CVAE versé en 2020. Donc j'entends que c'est une mauvaise nouvelle, une baisse de 1,1%, mais ça reste, je crois, particulièrement soutenable, en tout cas comparativement à ce que nous pouvions craindre. Et pour finir sur cette question des collectivités, je ne reviens pas, même si monsieur le sénateur Mison m'y a invité, sur la question de la DETR et de la nécessité, selon vous, d'augmenter encore les crédits d'investissement. Je crois que les éléments que j'ai donnés tout à l'heure sur le fait que ça nous paraît de nature, en tout cas, me paraît suffisant pour soutenir l'investissement des collectivités, ont déjà été donnés. Nous veillons par contre à ce que sur les questions de fiscalité, les dates, la durée des périodes pendant lesquelles il y avait un gel des taux soit strictement conforme à ce qui a été voté, c'est-à-dire l'année des bascules de fiscalité, pour qu'ensuite les collectivités puissent retrouver de la liberté de vote des taux et des exonérations, notamment pour la TFPB concernant les communes. Je précise qu'un certain nombre de rôles complémentaires sont en cours d'enregistrement pour faire en sorte que la compensation à laquelle nous nous sommes engagés soit absolument parfaite. Il y a quelques rôles qui accusent une forme de retard, ce qui peut pénaliser les collectivités concernées, et donc nos services sont mobilisés pour rattraper ces retards-là. Enfin, deux dernières questions. Une question du sénateur Dallier sur les 700 millions d'euros. Ça nous paraît justement calibré, et nous faisons le choix de le voter maintenant, de proposer au Parlement de le voter, pour éviter les phénomènes que vous avez décrits et vécus l'an dernier. Dans le pire des cas, nous pourrions ajouter des crédits lors de la loi de fin de gestion, mais ce n'est pas notre objectif, et 700 millions d'euros nous paraît un chiffre suffisant. Enfin, pour répondre au sénateur Salvodelli sur la dotation pour les dépenses accidentelles et imprévues, qui est une méthode et un outil prévu par la LOLF que nous n'inventons pas. Vous me dites comment est-ce que je peux voter 1 milliard ? J'ai envie de vous dire, dans un sourire, ça tombe bien puisque nous proposons 1,5 milliard. Et dans un second sourire, je rappelle que l'an dernier, en PLFR 2, le Parlement avait voté une DDAI de 1,6 milliard. Donc il y a une forme de précédent. Pourquoi est-ce que nous proposons d'inscrire une réserve de précaution d'1,5 milliard ? Parce que le PLFR que nous vous présentons sera promulgué, si tout se passe bien, autour de la mi-juillet, que nous espérons que tout se passe bien pendant l'été, d'un point de vue sanitaire, d'un point de vue économique, mais que si nous étions confrontés à des besoins en termes de dépenses imprévus et inconnus ce jour, nous avons besoin d'une certaine manière d'avoir cette précaution, parce que d'une part, nous ne pourrions pas réunir le Parlement avant la rentrée, et donc nous aurions cette difficulté-là. Et par ailleurs, cela a été rappelé par le rapporteur général, nous avons pris un décret d'avance qui est important, qui frôle les 1% des crédits ouverts, ce qui signifie que la technique du décret d'avance ne peut pas être utilisée une seconde fois cette année. Donc cette réserve de précaution, dont nous rendrons évidemment compte de son utilisation si elle devait être mobilisée, nous permet, dans un objectif de prudence, de voir arriver l'été et d'anticiper, en tout cas de nous prémunir contre des dépenses que nous ne saurions prévoir au moment de l'examen du PLFR.